Nous allons commencer par ouvrir une session sur Jupyter Hub. Vous devez inscrire votre nom d'usager. En ce qui me concerne, c'est spécial, mais pour vous, c'est votre CIP, donc 4 lettres, 4 chiffres. Mon mot de passe à moi est déjà enregistré, mais votre mot de passe initial est donné par votre CIP où les chiffres et les lettres sont inversés. Par exemple, si votre CIP est ABCD 1, 2, 3, 4, votre mot de passe initial serait 1, 2, 3, 4, ABCD. Donc, une fois qu'on entre, on a une vue sur l'ensemble des fichiers qu'on possède sur le serveur. Évidemment, mon système de fichiers à moi est plutôt riche parce que ça fait longtemps que j'y suis. Et les fichiers qui nous intéressent sont dans ce répertoire public auquel vous avez accès et dans ce répertoire PHQ 202. Donc la première chose que vous devez faire pour profiter de ce cours est de copier l'ensemble des fichiers qui sont ici, donc l'ensemble de ce répertoire PHQ 202 dans votre compte. Donc pour faire cette copie, on doit passer par une commande Unix. Et donc on doit aller du côté du démarreur de programme et lancer donc un terminal. On se trouve donc en présence d'une invite de commande Unix. Et pour ceux qui n'ont jamais utilisé une telle invite de commande Unix, bien évidemment, il y a plein de choses à apprendre, mais je vais donner ici le strict nécessaire pour pouvoir copier les fichiers de ce répertoire dans votre répertoire. Donc, la première commande la plus utile, c'est ls. Donc, il suffit de taper ls pour avoir une liste des fichiers et dossiers dans le répertoire courant. Ici, c'est mon répertoire racine. Si je veux changer de répertoire, je dois utiliser la commande cd pour change directory. Je pourrais faire ici cd public, par exemple, et me retrouver dans ce nouveau répertoire. Et je pourrais continuer, faire ls, faire cd phq 202, et ainsi de suite. D'accord ? Si je veux un contenu plus détaillé du répertoire, je fais ls-a, l. A pour all, ce qui inclut les fichiers invisibles, et L pour long. Et j'obtiens plutôt une liste comme celle-ci. À retenir, tous les éléments qui commencent par un point sont normalement invisibles lorsque je fais une liste simple, comme ici. L'élément qui s'appelle point, tout simplement, représente le répertoire courant. L'élément qui s'appelle 2 points, c'est le répertoire qui est en haut du répertoire courant dans la hiérarchie, parce que non, l'arborescence. Donc, si par exemple je voulais retourner au répertoire qui est en haut, je ferais cd espace point point, et je me retrouverais dans le répertoire public. Je pourrais ensuite faire ls-la, et j'obtiendrai encore une fois une structure de ce type. Donc, dans ce cas-ci, on indique, dans cette forme longue, le propriétaire des fichiers, donc c'est la colonne qui est ici, c'est moi, le nom du groupe auquel il appartient, parce que chaque utilisateur Unix appartient à un groupe. Dans votre cas, vous appartenez à votre propre groupe, c'est une caractéristique qui n'est pas très utilisée en pratique avec des personnes. Il y a la date de modification du fichier, bien sûr. Il y a ici, le plus important au début, ce sont des chaînes de caractères qui indiquent les permissions de chaque élément. Donc le D au début veut dire que c'est un répertoire, directory. Les 3 premiers caractères après sont les permissions du propriétaire, dans ce cas-ci moi. RWX veut dire read, write, execute. Ensuite, il y a les permissions des membres du groupe et enfin les permissions de tous les autres utilisateurs. Donc vos permissions à vous sur mes fichiers, à moi par exemple. Et ici, vous avez le droit dans ce répertoire public d'exécuter les répertoires, c'est-à-dire d'y entrer, et de lire le contenu. Mais vous n'avez pas le droit d'y écrire. C'est pour ça qu'il y a un tiret au lieu d'avoir la lettre W. Bon. Si je voulais copier le contenu complet de ce répertoire dans votre répertoire, donc si je me mets à votre place, n'est-ce pas?
Alors, ce que vous devez faire, c'est la chose suivante. En tapant CD ici, je retourne à mon répertoire racine, donc vous devez faire de même, vous êtes dans votre répertoire racine. Pour copier un élément, la commande est CP. Pour copier un répertoire et tout ce qu'il y a dedans, incluant les sous-répertoires et leurs éléments, on utilise l'option "-R pour récursif. Et enfin, on doit indiquer le nom complet du répertoire. Dans ce cas-ci, ce nom c'est Home DCNH Public, PHQ 202. Pardon, encore une fois, je tape très mal. PHQ 202. Espace. Donc là, j'ai écrit la source de la copie et la destination de la copie est ce que je dois écrire en deuxième. Et ici, je vais simplement écrire point, ce qui veut dire le répertoire courant, votre répertoire racine. Et donc, si vous faites retour maintenant, après avoir écrit cette commande, il va y avoir une copie de la totalité du contenu du répertoire PHQ 202 qui va être faite dans votre répertoire racine. Donc, c'est la première chose que vous devez faire. Une fois que cela est fait, et je ne le ferai pas ici parce qu'évidemment je n'ai pas besoin de le faire dans mon propre répertoire, une fois que cela est fait, vous devriez voir le contenu exact de ce PHQ 202 apparaître. Donc ça peut être la fin de votre expérience avec les commandes en ligne Unix pour le moment, on y reviendra plus tard. Donc pour sortir de cet environnement, vous tapez simplement Exit, et voilà. Maintenant, vous devriez voir dans votre colonne à gauche, l'ensemble des répertoires suivants. Donc, il y en a un pour chacun des thèmes du cours, et en particulier, donc on va commencer par le premier thème, donc la première semaine, qui concerne une introduction au carnet Python et à NumPy et aux graphiques que l'on fait avec Matplotlib. Donc le premier carnet qu'on va explorer, c'est le plus long. Pour y accéder, on clique 2 fois ici. Donc il y a ouverture, un peu longue ici. Et pour masquer le volet de gauche, je vais faire papillon B ici, ou enfin CTRL B selon votre système. Et j'ai devant moi un carnet Python. Un carnet Python est formé d'un ensemble de cellules. Chaque cellule contient du texte, mais est formatée d'une certaine manière. Donc, il y a 2 types principaux de cellules dans un carnet Python. Il y a les cellules de Markdown, donc on le voit ici, ou des cellules de code. Donc, ça, c'est une cellule de Markdown. Ça aussi, c'en est une. Et ici, en gris, j'ai une cellule de code qui contient du code Python que l'on peut exécuter. D'accord. Donc, j'explique rapidement ici comment on peut formater du texte en Markdown. Je vais révéler le code du texte en cliquant 2 fois. Alors, c'est à ça que ça ressemble quand j'écris. Donc, j'utilise des dièses pour faire des entêtes de différentes grosseurs. Plus il y a de dièses, plus l'entête est petite. Je peux écrire des caractères gras en entourant le texte d'astérisque. Je peux écrire de l'italique en l'entourant de soulignés. Je peux écrire des listes en mettant des tirets au début de chaque ligne. Ou des points comme ceci, si je veux une liste à points. Je peux écrire des formules en LaTeX. Donc, l'un des objectifs secondaires du cours est de vous apprendre les éléments de LaTeX pour que vous puissiez l'utiliser dans vos rapports de laboratoire ou d'autres travaux. Donc, par exemple, ici, j'écris une formule E égale mc carré à l'intérieur d'un paragraphe. Donc, cette formule doit être isolée du reste par des signes de $ de chaque côté. Et j'écris la formule à peu près de manière naturelle en me servant de l'accent circonflexe pour faire un exposant. Ici, l'exposant n'a qu'un seul caractère, donc je n'ai pas besoin de l'entourer d'accolades, mais s'il avait plus qu'un caractère, si je faisais exposant 21, je devrais l'écrire comme ceci, par exemple, d'accord, avec une accolade. Donc là, j'ai un simple caractère, je n'ai pas besoin, mais je pourrais le faire avec accolade aussi, si je voulais. Je peux écrire cette formule aussi comme c'est-à-dire que je peux écrire des équations séparées qui sont isolées dans un paragraphe, cette fois en utilisant double signe de $ de chaque côté. J'écris ici MC exposant alpha, donc toutes les commandes spéciales de LaTeX commencent par cette barre oblique inverse, ou backslash. Donc j'ai ici le backslash alpha qui représente la lettre grecque du même nom. Et ainsi de suite. Donc là, je peux faire des listes, des styles de texte, je peux mettre du code littéral.
simplement avec des apostrophes inversées comme ça, des accents graves en fait, ou quand il y a plusieurs lignes avec 3 accents graves au début et à la fin. Je peux mettre des hyperliens directement également. Donc lorsque j'ai terminé d'écrire ou de modifier cette cellule de Markdown, je fais simplement majuscule retour et le formatage se fait immédiatement. Alors vous voyez, donc j'ai des caractères gras, j'ai de l'italique gras, j'ai de l'italique, j'ai les fameuses équations qui apparaissent ici, par exemple, E égale mc carré, E égale mc alpha, etc. Donc ces cellules de Markdown sont importantes pour écrire des commentaires riches, des explications sur le code que vous allez générer. Donc c'est important dans vos travaux pratiques de bien commenter et d'expliquer ce que vous faites. Et vous pouvez le faire de 2 manières, en écrivant de longues cellules ou de courtes cellules de Markdown qui contiennent parfois des équations, parfois pas, enfin des explications détaillées, et en commentant votre code Python directement dans le code, bien sûr. Bon, alors ça c'est pour une introduction rapide au Markdown et à la structure des carnets Python. Maintenant, le sujet de ce carnet, c'est la bibliothèque NumPy pour Numerical Python. Alors, l'un des avantages de Python, bien sûr, c'est un langage simple, facile à écrire, très versatile. Le principal des avantages, c'est qu'il n'est pas performant du point de vue numérique, donc il est lent. Et la bibliothèque NumPy est là pour remédier à cette situation. Donc c'est une bibliothèque qui permet de gérer des tableaux, des matrices, des tableaux de nombres de même type ou de type qui changent de manière régulière, des tableaux de tableaux si vous voulez. Une liste Python peut contenir des objets de types différents, des entiers, des nombres réels, des chaînes de caractères, d'autres tableaux, enfin d'autres listes, ainsi de suite. Parce que les éléments d'une liste sont stockés comme des pointeurs qui pointent vers une région différente en mémoire où se trouve effectivement l'objet. Dans un tableau NumPy, les différents éléments du tableau sont stockés sur place, c'est-à-dire que le tableau contient non pas des pointeurs vers son contenu, mais son contenu directement. Par exemple, si vous avez un tableau unidimensionnel de 100 nombres, eh bien les 100 nombres par exemple des nombres à virgule flottante, des nombres réels, seront stockés consécutivement dans le tableau en mémoire, ce qui rend leur accès extrêmement rapide et qui permet d'utiliser ce tableau comme si on avait un programme écrit en C ou en C++ ou dans un autre langage plus approprié au calcul numérique. Donc ça, c'est une distinction très importante. La performance est beaucoup plus grande, plusieurs dizaines de fois, voire centaines de fois plus rapide que dans un programme Python simple. Donc, le type de base pour un tableau dans NumPy s'appelle ND-Array. Okay. Ça peut représenter des tableaux de différentes dimensions, c'est-à-dire que ça peut être des tableaux en une dimension, des vecteurs. Ça peut représenter des matrices, donc des tableaux de 2 dimensions, ou plus généralement ce qu'on pourrait appeler des tenseurs, donc des tableaux qui ont plus que 2 dimensions, plus que 2 indices si vous voulez. NumPy est aussi utile pour l'exécution donc de fonctions spéciales comme les fonctions trigonométriques, exponentielles et ainsi de suite, et de manière vectorisée, c'est-à-dire que je pourrais appeler la fonction sinus sur un tableau et il calculerait de manière beaucoup plus rapide maintenant les sinus de tous les éléments du tableau à l'intérieur même de cette bibliothèque. D'autre part, NumPy sert de base à un module plus large qu'on va utiliser qui s'appelle SciPy, donc Scientific Python, qui contient toutes sortes d'algorithmes pour faire des intégrales, de la recherche de racines, des lissages, des optimisations. C'est aussi la base de Matplotlib qu'on va utiliser pour faire des graphiques. Donc c'est vraiment essentiel. Pour commencer, voyons comment on peut créer et manipuler les tableaux NumPy. Donc la commande la plus importante est celle-ci, enfin pas nécessairement la plus courante, mais celle qui permet de convertir une liste Python ordinaire en tableau. Donc c'est la commande array, donc np.array parce qu'on a importé NumPy
sous le synonyme de NP. Donc, on lui fournit une liste Python. Ici, j'ai fourni une liste unidimensionnelle qui contient 5 nombres, dont 4 entiers et un nombre complexe. Et NumPy insiste pour avoir des éléments de tableau qui sont tous du même type. Il va prendre le type le plus complexe, finalement, le plus élaboré. Et donc, il va convertir tous ces nombres en nombres complexes, les mettre dans le tableau A. Et si j'imprime le tableau A et qu'ensuite j'imprime son type, donc l'attribut dtype du tableau, j'obtiens ceci. Donc tous les nombres ont été convertis en nombres complexes, incluant les parties imaginaires nulles qui apparaissent lorsque j'imprime. Et le type, c'est complexe 128, ce qui veut dire complexe 128 bits, ce qui veut dire que les parties réelles et imaginaires sont des nombres à virgule flottante de 64 bits ou de 8 octets, si vous préférez. Par exemple, dans ce cas-ci, vu que j'ai donné uniquement des entiers comme éléments de la liste, eh bien, le type du tableau serait int64. Un entier à 64 bits. Si j'ai ici donné un nombre réel comme élément, eh bien, ce sera un type float64. Exactement. Je peux aussi insister sur le type en lui disant dtype égale complexe, comme option, comme argument à mots-clés de la fonction array. Même si je lui donne une liste d'entiers, il va quand même me produire un tableau contenant des nombres complexes. Je peux aussi copier ou changer le type d'un tableau en créant un tableau à partir d'un autre tableau. C'est-à-dire que je peux lui donner comme argument ici un tableau que j'avais créé initialement et qui était un tableau d'entiers, en insistant pour que cette fois le type soit complexe, et maintenant le type de B sera complexe. Un autre attribut important des tableaux NumPy, c'est la forme, ou shape. Donc, dans ce cas-ci, je crée une matrice, donc à partir d'une liste imbriquée de listes, donc une liste de listes, qui forme une matrice 2 par 2, dont les éléments sont les éléments de la matrice de Pauli, sigma y, et donc j'obtiens un type, bien sûr, qui est complexe 128, mais j'ai une forme, shape, qui est un tuple, qui est donné par 2,2, c'est-à-dire 2 rangées, 2 colonnes. Je peux créer des tableaux, bien sûr, autrement qu'en lui donnant une liste Python comme argument, sinon ce ne serait pas très utile au fond, surtout pour les tableaux énormes. Donc je peux créer des tableaux vides avec la fonction empty. Alors excusez-moi, j'ai par inadvertance ouvert mon champ de Markdown. J'utilise la fonction 0 pour créer un tableau initialisé à 0, ou full pour créer un tableau initialisé à un nombre donné que je donne un argument, ou ones pour initialiser un tableau à 1. Donc par exemple, np zeros 2,3 me crée une matrice 2 par 3, donc 2 rangées, 3 colonnes, remplie de 0. Et je peux par la suite changer chacun des arguments, chacun des éléments, comme je le désire. Ici, le premier élément, je le change en 1, et si j'imprime, j'obtiens ceci. D'accord? Je pourrais aussi imprimer un sous-ensemble de cette matrice, par exemple uniquement la première rangée et les colonnes qui vont de 0 à 1 inclusivement. C'est pour ça que je l'écris comme 0, 2.2, et j'aurai ceci. Donc on peut avoir accès à des sous-tableaux simplement en spécifiant soit des éléments précis ou des intervalles d'indices pour une dimension donnée du tableau. Dans ce deuxième exemple ici, je crée un tableau rempli de pi, un tableau 2 par 2, donc, un tableau 2 par 2 qui est rempli du nombre pi. C'est ce que j'obtiens ici. Ou un tableau rempli du nombre 1, un tableau 2 par 4. Et si je crée un tableau vide, 2 par 4, j'obtiens n'importe quoi en fait, parce que les nombres qui sont ici sont ce qu'on appelle du bruit numérique. Ce sont des nombres qui ont la forme de nombres à virgule flottante, mais qui en fait sont constitués de bits aléatoires. Ou de tout ce qu'il y avait en mémoire au moment où ce tableau a été alloué en mémoire. Donc la mémoire du tableau n'a pas été effacée, elle est dans l'état où elle était avant que le tableau soit alloué. Donc il faut se méfier de empty, il faut s'assurer bien sûr de remplir correctement les différentes
les différentes cases ou les différents éléments du tableau. La fonction identity va nous donner une matrice de dimension 3 dans ce cas-ci, comme ceci, et c'est synonyme de la fonction I. Je peux aussi imprimer, donc c'est ce que je fais ici, encore une fois c'est un exemple supplémentaire de la même chose, créer un tableau 9 par 12, assigner la valeur 1 à l'élément de la quatrième rangée, quatrième colonne qui est ici, imprimer le tableau complet, ce qui me donne ceci, ou imprimer uniquement, dans ce cas-ci, les rangées qui vont de 2 à 4, donc les rangées 2 et 3, enfin, ce qui veut dire la troisième et la quatrième rangée, et toutes les colonnes, symbolisées par ce symbole ici, le 2 points. D'accord? Et donc c'est ce que j'obtiens ici. Je peux créer des séquences maintenant. Donc une autre façon de créer un tableau est de créer une séquence de nombres consécutifs. Donc pour cela, dans les listes Python ordinaires, on a la fonction range. En NumPy, on a la fonction arange qui est différente, où on doit spécifier le début de la séquence, la fin et l'intervalle. Et donc tous les nombres qui sont compris inclusivement du début jusqu'à exclusivement la fin vont être générés. Donc dans cet exemple précis, ça me donnerait le résultat suivant, où je m'arrête à 4.5, parce que 5 est... donc, je dois... autrement dit, la borne supérieure est exclue du tableau. Si je veux inclure 5, il faudrait que je déplace ma borne supérieure à 5, par exemple 5.01, et j'aurai à ce moment-là le nombre 5 dans la liste. Okay. Donc ça, c'est une façon de le faire avec un espacement spécifié. Je peux aussi créer des séquences où je spécifie les bornes et le nombre d'éléments. Par exemple, avec la fonction linspace, comme ceci, en spécifiant les bornes 0, 5 et le nombre d'éléments. Et bien sûr, si je fais 0,5 avec 10 éléments, je n'ai pas des éléments qui sont séparés de 0,5, mais de 0,555, etc. Comme ceci, bien sûr. Si j'avais voulu avoir des éléments séparés de 0,5, il aurait fallu soit que je lui dise d'omettre le point d'arrivée, c'est-à-dire 5, il se serait arrêté à 4,5, comme ceci, ou encore d'inclure un élément de plus, en mettant 11 éléments entre 0 et 5, y compris les extrémités, j'obtiens ceci. Accéder aux éléments d'un tableau. Donc on a vu qu'on peut prendre des raccourcis, je résume ici, par exemple, je pourrais inclure un 2 points dans la première position, et ça me donnerait toutes les rangées associées au numéro de colonne qui est ici. Donc, troisième colonne. Je pourrais écrire pour un tableau unidimensionnel, donc ceci, ce qui me donne tous les éléments qui vont de 3 jusqu'à 6 exclusivement, donc 3, 4 et 5. Alors, en écrivant ceci, j'aurai les éléments 3 jusqu'à 10, mais en sautant de 2. Donc, ça exclut 10, bien sûr, donc j'aurai 3, 5, 7, 9. En écrivant ceci, j'aurai les éléments comptés à partir de la fin. Donc, les 3 derniers éléments du tableau. D'accord? Donc, ça, c'est très pratique. Je donne des exemples de ça. Je peux manipuler des sous-tableaux. Par exemple, je pourrais ici créer, dès le départ, un tableau vide qui comporte 4 rangées et 11 colonnes. Décider que la première rangée, donc, à laquelle j'ai accès de cette manière, la première rangée est une séquence d'entiers qui va de 0 jusqu'à 10, comme ceci, et c'est ce que j'ai en fait. Et décider ensuite que la deuxième rangée serait obtenue en multipliant la première rangée par 2. La troisième rangée, serait obtenue en multipliant la deuxième rangée par 2, et ainsi de suite. Et donc j'aurai au total le tableau qui est ici. Donc il est très pratique de manipuler des rangées ou des colonnes entières de cette manière. Lorsque je veux additionner des tableaux, eh bien je n'ai qu'à le faire élément par élément, sans trop y penser. Donc si j'ai A et B ici, qui sont 2 tableaux, eh bien je peux simplement, ce sont 2 matrices 2 par 2, je peux simplement les additionner de cette manière. A plus B, et j'aurai la somme qui est imprimée ici. Je peux aussi, donc, je pourrais, oui, je dois dire, donc ça c'est un peu banal, c'est un exemple répétitif, je pourrais les multiplier. Alors ce sera une multiplication composante par composante,
ce qui n'est pas la même chose que de multiplier deux matrices. Donc je pourrais prendre deux tableaux et les multiplier. Soit multiplier un tableau par un nombre, donc si je prends le tableau qui est ici, qui est en fait une matrice composée uniquement de 2, je pourrais la multiplier par 2 de cette manière. Et j'obtiendrai la matrice 4, 4, 4, 4. D'accord? Ou je pourrais multiplier deux tableaux qui n'ont pas nécessairement les mêmes dimensions. Par exemple, ce tableau A est une matrice 2 par 2 remplie du nombre 2. Le tableau B est le tableau 1,2. Et je pourrais multiplier A par B. Et la multiplication se ferait élément par élément, mais comme j'ai moins d'éléments de B que de A, une fois que j'ai épuisé les éléments de B, je recommence. Donc j'aurai par exemple 2 fois 1, ensuite 2 fois 2, ce qui me donnerait 2,4. Et ensuite je recommence. Et j'aurai encore 2,4. Donc ça me donnerait le résultat qui est ici. Okay. Quel que soit l'ordre. Bon. Plus important est le produit scalaire de deux vecteurs. Et ceci peut se faire avec la fonction dot de NumPy ou le produit hermitien pour les nombres complexes avec vdot. Alors le vdot va prendre le conjugué complexe du premier facteur alors que dot ne le prendra pas. Donc par exemple, si j'ai ces deux vecteurs a et b, dot ab ou v dot ab vont donner la même chose parce que ce sont des nombres réels, donc 35 dans ce cas-ci. Et par contre, si j'ai des éléments complexes, comme ceci, eh bien, dot et v dot ne donneront pas la même chose parce que a sera conjugué complexe dans l'utilisation de v dot. Je peux aussi multiplier une matrice par un vecteur avec la même fonction dot. D'accord. Et il y a une série de règles un peu compliquées, mais essentiellement, si j'ai deux matrices, la fonction dot va faire une multiplication de matrices. Si j'ai le premier facteur est une matrice et le deuxième facteur est un vecteur, ça va m'appliquer la matrice sur le vecteur. C'est la chose qu'il faut retenir en premier. Mais en général, je pourrais avoir un premier facteur qui comporte n dimensions et un deuxième facteur qui comporte m dimensions. Et le fait de multiplier ou d'utiliser dot sur ces éléments aurait comme effet de faire une contraction ou un produit scalaire en utilisant le dernier axe du premier facteur et l'avant-dernier axe du deuxième facteur. Okay. Donc, dans une multiplication de deux matrices, j'aurai donc le dernier axe de la première matrice, d'accord, et j'aurai donc le dernier axe, c'est-à-dire les colonnes, l'indice de colonne, et le premier axe de la deuxième matrice, donc l'indice de rangée. C'est comme ça que je fais une multiplication de matrices. C'est en faisant le produit scalaire dans cet ordre pour chacune des possibilités. Donc par exemple, ici, je définis la matrice sigma x, je définis un vecteur x, et j'écris sigma x fois x. Donc j'ai les exemples qui sont faits ici, vous pouvez les travailler en détail. Et vous verrez que ça obéit à ces règles bien précises. Bon. On peut aussi utiliser ce symbole de A commercial pour faire le dot. Okay? Donc ça fonctionne, c'est un raccourci qui est très utilisé. Les tableaux ne sont pas nécessairement des matrices. Je peux cependant utiliser une structure de NumPy qui s'appelle, ou un objet qui s'appelle matrix, ou matrix, qui peut être spécifié différemment des tableaux. Donc je pourrais par exemple définir un objet matrix comme ceci en spécifiant les différentes composantes comme ça. Je me déplace d'une colonne à l'autre et je change de rangée avec un point-virgule, tout cela à l'intérieur d'une chaîne de caractères. C'est une façon différente de spécifier les éléments d'un tableau et ça leur donne un attribut de matrice qui permet d'utiliser par exemple le signe de multiplication pour signifier la multiplication des matrices par les vecteurs ou des matrices par elles-mêmes. Dans ce langage, avec ces matrices, enfin, je peux créer des objets de type matrice à partir d'un tableau, simplement en donnant comme argument à la fonction matrix le nom du tableau que j'ai créé. À ce moment-là, par exemple, à partir de la matrice sigma x de Pauli,
je pourrais calculer son carré, le carré de la matrice, simplement en écrivant S fois S, ce qui me donne la matrice identité dans ce cas. Alors que ça ici, initialement, c'est la matrice de Pauli, sigma X. La transposée d'une matrice dans ce type d'objet est simplement désignée par A pointé. Alors que si j'avais un tableau, je devrais utiliser la fonction transpose ici, pour obtenir la transposée. Donc c'est deux façons différentes de faire la même chose, bien sûr. Il est parfois utile de décaler les rangées et les colonnes d'une matrice ou d'un tableau. Donc dans ce cas-ci, par exemple, j'ai un tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pourrais utiliser la fonction roll pour essentiellement faire une permutation cyclique des rangées parce que j'ai mis ici axis égale 0. Donc j'obtiendrai ici ce tableau à la place, où donc j'ai décalé les rangées d'une coche et la dernière rangée est devenue la première. Je pourrais faire la même chose avec les colonnes en mettant axis égale à 1 comme ceci, où j'ai décalé maintenant les colonnes et ce qui était la dernière colonne est devenu la première colonne et les autres ont été décalés comme cela. Je peux changer les dimensions, la forme d'un tableau avec la fonction reshape. Donc j'ai ici ce tableau de 12 éléments qui initialement est défini comme 4 rangées de 3 colonnes. Eh bien je peux faire un reshape de cette manière qui va le transformer en un simple tableau linéaire de 12 éléments. Ou, en un tableau 3 par 4 au lieu de 4 par 3, ou 2 par 6. Ce sont les mêmes éléments qui sont redistribués différemment. Ils sont déroulés et enroulés différemment. Toujours en parcourant les colonnes en premier et les rangées en deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Pour terminer, voyons voir comment on peut lire des tableaux à partir d'un fichier texte et écrire un fichier texte à partir d'un tableau. Il y a deux fonctions principales pour lire un tableau, mais je vais me concentrer sur la première qui, excusez-moi encore, j'ai révélé mon code. Donc la première fonction, c'est gen from text, celle-ci, qui est la plus utile. Donc utilisation de base, donc j'importe toujours NumPy ici et j'écris A. Le tableau va être donné par cette fonction, avec comme argument le nom du fichier qui contient les données, et des arguments optionnels. Il y en a plusieurs, vous êtes invité à voir la documentation pour tous les détails, mais cet argument-ci va me dire qu'il faut que je saute la première ligne qui contient les noms des différentes colonnes que je ne veux pas importer directement dans le contenu du tableau. Donc par exemple, ce fichier data.in, auquel je fais référence ici, c'est celui-ci. Donc si je clique deux fois sur ce fichier, je vois qu'il est constitué d'une série de nombres, tous des nombres à virgule flottante, sauf la dernière colonne qui est formée d'entiers, et j'ai comme première rangée simplement des noms de colonnes. Donc, pour lire ça, et j'ai ensuite une rangée vide. Bon, c'est un détail. Donc, si je veux lire ce fichier, sans lire la première rangée, j'utilise cette commande, et ensuite je pourrais simplement imprimer, par exemple, la 18e, ou la rangée 18, qui est la 19e ligne du tableau. Et j'aurais exactement les nombres que j'ai importés ici. Sauf que tout serait converti en nombres réels. Donc, l'entier, qui était 78 497, serait exprimé ici comme un nombre à virgule flottante. Je peux aussi, ce qui est très utile, lire le même fichier, mais en allant chercher les noms des colonnes. Donc je vais lire la première rangée ici qui contient les noms des colonnes, et je vais pouvoir accéder à chacune des colonnes en donnant comme indice du tableau le nom de la colonne. Donc A indice U me donnerait la colonne étiquetée U dans le fichier, okay, ce qui est très pratique pour faire des graphiques. Je peux aussi imposer une structure à chacune des colonnes. Je pourrais lui dire, par exemple, donc le même nom de fichier, bien sûr, on saute les noms, la première ligne, et ensuite je donne explicitement des types et des noms à chacune des colonnes. Je dis que la première colonne s'appellera oméga, le type sera F8, ce qui veut dire float 8, un nombre réel à 8 octets
Même chose pour les autres, et je pourrais à la fin lui dire, par exemple, que la dernière colonne, c'est un entier à 4 octets. Hein, avec ce nom-là. D'accord. Et donc, je pourrais maintenant avoir accès explicitement à cette dernière colonne en tant qu'entier. Je pourrais aussi choisir les colonnes que je veux lire. Au lieu de toutes les lire, je pourrais lire les colonnes 0, 1 et 5, ainsi de suite. Enfin, pour écrire un tableau dans un fichier de texte, j'utilise la fonction saveText. Et donc, je lui donne comme argument, premier argument, le nom du fichier, comme deuxième argument, le tableau que je veux écrire, comme troisième argument, le format. Donc là, je n'irai pas dans le détail du format, on peut lire dans la documentation, mais donc ici, j'aurai 7 nombres significatifs pour des nombres à virgule flottante, et je voudrais mettre des tabulations entre les colonnes. La fonction ici va utiliser le sous-module random de NumPy pour créer des nombres aléatoires. Donc rand, ici, est une fonction qui va créer des nombres aléatoires, ou pseudo-aléatoires, entre 0 et 1, à l'intérieur d'une matrice de 10 rangées et de 5 colonnes. Donc si j'exécute cette cellule de code, je vais créer ce fichier data.out que je peux regarder ici, et j'ai essentiellement créé un tableau, j'ai écrit un tableau de 10 rangées, 5 colonnes, rempli de nombres pseudo-aléatoires contenus entre 0 et 1, par exemple. C'est un exemple simple. Voilà, ça, attendez un petit peu, est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Attendez un peu, non, le reste, c'est des variations, c'est-à-dire que je pourrais aussi spécifier une première ligne qui contient les en-têtes de chacune des colonnes, comme ceci. Plusieurs façons de le faire. Comme ceci, je peux mettre des commentaires, et ainsi de suite. Bref. J'ai mentionné plus tôt qu'il y a un module important qui s'appelle SciPy, qui est en fait construit sur NumPy, mais qui donne accès à plusieurs méthodes que nous allons voir dans la suite du cours, des méthodes numériques. SciPy donne aussi accès à une liste de constantes physiques, constantes mathématiques. Et donc, au lieu d'inscrire soi-même ces constantes, on peut faire appel à une banque de données qui est contenue dans SciPy et qui contient leurs valeurs, le plus souvent en fonction des unités SI. Par exemple, on peut faire l'importation de scipy.constants et avoir accès, par exemple, à la vitesse de la lumière à l'aide de l'attribut C du module. Par exemple, si j'exécute cette cellule, je trouve une valeur de C en mètres secondes, qui est la valeur définie en fait. On peut aussi avoir accès à plusieurs constantes avec une expression anglaise qui est un peu plus explicite, comme speed of light in vacuum, pour avoir la liste. Et on peut aussi, dans ce cas, imprimer les unités correspondantes. Donc si j'exécute ça, j'ai une réponse de ce type. On peut aussi voir si telle expression correspond à une constante qui est contenue dans la banque de données avec la fonction .find, comme ici. Alors on trouve ici toutes les expressions qui contiennent la phrase neutron mass, et donc on peut avoir ici neutron mass energy equivalent in MeV, et ainsi de suite. NumPy contient aussi, bien sûr, des modules pour les fonctions mathématiques les plus courantes. SciPy contient des modules pour les fonctions spéciales, plus exotiques. Donc pour ce qui est des fonctions mathématiques courantes, l'avantage d'utiliser les fonctions définies dans NumPy, c'est qu'elles sont vectorisées, c'est-à-dire qu'elles sont exécutées très rapidement et parfois en parallèle sur un tableau. Donc si on demande la valeur du sinus pour chacun des éléments d'un tableau, eh bien, au lieu de faire une boucle à l'intérieur même de Python pour trouver la valeur du sinus pour chacun des membres ou des éléments du tableau, il suffit de donner le tableau en argument. Donc voici un exemple. Donc je définis ici une liste, donc un tableau en fait de valeurs de x qui va de 0 à pi avec 100 valeurs. Et je demande d'évaluer la fonction sinus, donc c'est np.sin, de ce tableau-là. D'accord? Donc on peut imprimer les valeurs du sinus pour toutes les valeurs du tableau en un seul coup, en un seul appel de fonction. Et on obtient ceci. Remarquez que j'ai, dans cette ligne, ajusté les options d'impression de NumPy pour lui demander une précision de 5 chiffres après la virgule et d'éliminer les valeurs nulles, ou du moins
décimale nulle. Je pourrais aussi ajouter d'autres options à cette fonction qui pourraient modifier la largeur maximum de la zone d'impression, et ainsi de suite. Donc, un autre exemple ici serait dans le même type d'appel, de définir un formatage différent. Qu'on peut le voir tout de suite, je vais simplement évaluer cette cellule et j'aurai un formatage différent où je demande uniquement 3 chiffres après la virgule. Donc, je peux aussi convertir des degrés en radians ou vice-versa facilement avec la fonction radians ou la fonction degrees. Donc, par exemple, si on veut en degrés la valeur d'un angle qui est l'arc tangente de 1.5, on peut simplement utiliser cette fonction degrees. Et donc là, ici, je donne un autre exemple des logarithmes. Ici, ce sont des logarithmes naturels et log 10 seraient les logarithmes en base 10, bien sûr. Finalement, on peut exécuter des sommes et des produits donc à l'interne, donc à l'intérieur de NumPy, quand ça s'applique à un tableau. Donc par exemple, si j'ai un tableau ici qui me donne donc tous les entiers entre 1 et 9, bien je peux obtenir la somme simplement avec la fonction somme de A et le produit avec la fonction prod de A, plutôt que de faire une boucle en Python pour calculer ces données-là. Donc ceci conclut notre exploration préliminaire de NumPy. Je vous remercie de votre attention.